Salut à tous, c'est leur clap. Aujourd'hui, on part en voyage dans un monde où les rois ne se contentaient pas de gueuler simplement sur leurs courtisans. Non, aujourd'hui, on va parler de ceux qui préféraient les décapitations, tortures et massacres en série, le tout en affichant un sourire royal. Alors installez-vous confortablement parce que ces rois ne faisaient clairement pas dans la demi-mesure. Sortez vos couronnes en carton pour un tour dans le côté le plus sombre et sanglant de la monarchie. Mais rassurez-vous, je vais essayer de rendre ça le plus divertissant. Autant que possible en tout cas. Mais avant tout, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça aide grandement à la communauté à grandir. Aujourd'hui, on est plus de 600 et il faut que ça continue comme ça. Sur ce, bon visionnage. Bon, on va commencer avec Ivan IV de Russie, ou comme on l'appelle communément, le Terrible. Et quand on dit le Terrible, c'est pas un euphémisme. Oh là là, non 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 non. Lui, c'était plutôt le genre de type qui était en mode fais gaffe mon gars, ou sinon, je t'empale au sommet d'une colline et je fais une danse macabre tout nu sur ta tombe. Un gars adorable donc. Ivan, il est devenu tsar en 1533. Mais ce n'est qu'à partir des années 1560, après la mort de sa femme, qu'il a décidé que la terreur, it's a new black. Il lança alors une série de croisades de la paranoïa, persuadé que tout le monde complotait contre lui. Bon, spoiler alerte, non, personne complotait contre lui, mais tout le monde essayait de survivre plutôt. Parlons d'un de ses moments les plus ivanesques. Après avoir commandé la magnifique cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge à Moscou, il fut particulièrement impressionné par le travail de l'architecte. Trop impressionné même. Et là vous vous dites, oh, il va probablement le payer gracieusement et lui offrir une médaille. Vous êtes sérieux? Eh bah vous connaissez pas Ivan parce que lui, il lui fait crever les yeux pour que jamais il ne refasse à nouveau un tel chef-d'œuvre. Il a également fondé l'Oprichnina, une sorte de police personnelle qui ressemblait plus à un gang de bikers moyenâgeux. Ils étaient là pour réprimer quiconque regardait Ivan de travers ou contestait sa politique. Ils avaient un look de gothique, semblable à l'apparence de la mort, vêtus de noir, montant des chevaux noirs, et passant leur temps à piller des villages. Le clou du spectacle, le massacre de Novgorod en 1570. Ivan, il avait des soupçons sur les habitants, et comme tout bon paranoïaque, il se contente pas de simplement poser des questions, entendre les réponses, ou demander des explications. Non, lui, il fait brûler la ville et massacre des milliers de personnes. Parce que pourquoi pas? Et pour finir en beauté, il a tué son propre fils, héritier du trône, lors d'une dispute en 1581. Wait, what? Oui oui, alors qu'il est en pleine crise de paranoïa, il frappe sa belle-fille enceinte. Forcément, son fils s'énerve et il vient s'expliquer avec son père. Et ce dernier finit par le frapper à la tempe avec son sceptre royal et l'achève. Je me demande ce que ça aurait donné la série Scène de ménage avec ce type. Ah. Ensuite, on va passer à Néron, le gars qui fait passer une simple dispute familiale pour un épisode de Game of Thrones. Néron, il a régné sur Rome de 54 à 68 après Jésus-Christ, et disons qu'il avait un léger problème avec la gestion des émotions et avec les membres de sa famille. Alors Néron, c'est avant tout l'empereur qui a peut-être mis le feu à sa propre ville juste pour avoir un meilleur décor pour sa nouvelle villa, la Domus Aurea. Oui, petit projet immobilier. Rome brûle en 64 après Jésus-Christ et lui, tranquille, il sort sa lyre. Bon, aujourd'hui ça tient plus de la légende qu'autre chose, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que pour détourner les soupçons et calmer la foule, Néron a cherché un bouc émissaire et a pointé du doigt une petite secte religieuse sans avenir, alors très marginale, les chrétiens. Du coup, il les a fait massacrer en masse. Mais il n'y a pas que les chrétiens avec qui il était un gros psychopathe. Il avait en effet de gros problèmes familiaux. Commençons par sa maman, Agrippine. Si vous pensez avoir une relation tendue avec vos parents, alors attendez de voir celle-là. Agrippine, elle l'a aidé à devenir empereur. Merci maman. Mais, une fois au pouvoir, il a rapidement commencé à la trouver un peu trop envahissante et dangereuse, car cette dernière avait de bonnes relations avec de grands généraux de l'armée romaine. Du coup, Néron y trouve une solution un chouïa radicale, la faire assassiner. Il a d'abord essayé en la faisant noyer en sabotant le navire sur lequel elle se trouvait, mais il a oublié un détail, c'est que sa maman c'était une Laure Manodou de l'Antiquité. Du coup, il a envoyé des gardes pour la tuer dans sa villa, et là, bah forcément ça a marché. Les dernières paroles d'Agrippine auraient été frappé au ventre, car c'est de là qu'est venu son assassin de fils. Mais ce n'est pas tout, parlons de sa femme, Octavie.
Elle, c'est un autre chapitre sombre de sa vie. Alors qu'elle n'a absolument rien fait de mal, Néron a décidé de se débarrasser d'elle pour pouvoir épouser Poppée, sa nouvelle conquête. Il l'accusa alors d'adultère, sans preuve évidemment, et la fit exécuter. Mais attendez, parce que l'histoire de Poppée, sa deuxième épouse, qu'il a épousée après avoir tué sa première femme, est encore plus glaçante. Alors qu'elle était enceinte, Néron, pris de colère, l'a littéralement tuée à coups de pied. Oui, à coups de pied. Et si vous pensez que ça s'arrêtait là, oh non. Il a aussi forcé Sénèque, son ancien tuteur, à se suicider parce qu'il le soupçonnait de comploter contre lui. Un peu parano notre ami Néron. Finalement, après avoir éliminé la moitié de son entourage, assassiné sa mère, ses femmes, il finit par se mettre tout le monde à dos. Le Sénat, les légions, tout le monde en avait marre. Et quand il a été poussé à fuir, il s'est suicidé en 68 après Jésus-Christ. Mais attention, pas sans panache. Sa dernière phrase aurait été « Oh, quel artiste meurt avec moi !» Même à l'agonie, le gars pensait toujours à son image, c'est dingue. Ah, maintenant on va parler de Gengis Khan. Vous pensiez que j'allais pas inclure le gars qui a unifié la Mongolie et créé un empire aussi grand que la moitié de l'Eurasie et qui a massacré des millions de personnes? Alors là, vous sous-estimez mon goût pour les mégalos avec un penchant pour le carnage. Gengis Khan, c'est pas exactement le roi le plus pacifique au monde. En fait, il avait un mantra assez simple. Soit tu te rends, soit je rase ta ville, et tous les habitants. Une offre que beaucoup de gens ont gentiment acceptée, mais pour ceux qui hésitaient, eh bien disons que ça finissait rarement très bien pour eux. En effet, Gengis Khan, il avait une méthode assez particulière pour propager la paix, détruire tout ce qui bougeait. Les Mongols, sous sa direction, auraient anéanti des villes entières, faisant parfois des millions de morts. Vous voulez un petit exemple ? La destruction de la ville de Nishapur en Iran. Le bilan total ? Eh bien, Gengis Khan il n'a pas compté précisément, mais on parle de environ 1,7 million de victimes. Et pourquoi ? Parce que quelqu'un avait tué son gendre. Et Gengis Khan il n'était pas du genre à pardonner les petits incidents de ce genre. Cependant, il n'était pas juste un boucher, c'est aussi un stratège militaire de génie. Comme quoi, on peut être cruel et intelligent. Enfin, passons à un roi qui a fait pas mal l'actualité ces derniers temps, Léopold II de Belgique. Si vous pensiez que la Belgique était simplement le pays des gaufres et du chocolat, attendez d'entendre ce qui s'est passé au Congo sous le règne personnel de Léopold. Dans les années 1880, ce roi se dit en effet qu'avoir un petit territoire à lui, rien qu'à lui, sur lequel il pourrait faire tout ce qu'il voudrait et s'enrichir personnellement, ce serait vraiment sympa. Il jeta alors son dévolu sur le Congo, mais non pas pour la beauté des paysages ou pour les safaris, mais pour le caoutchouc, une matière qui était extrêmement prisée à cette époque. Et pour en obtenir, il transforma le Congo en une véritable usine humaine où les populations locales furent forcées de produire à outrance sous la menace. Et s'ils ne remplissaient pas les quotas fixés, on leur coupait les mains. Avec cette politique, on estime que des millions de personnes sont mortes à cause de ce régime brutal. Hommes, femmes et même des enfants furent ainsi mutilés et assassinés. C'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire coloniale. Le truc c'est que le Congo n'était pas une colonie, mais une propriété privée du roi sur laquelle il pouvait faire tout ce qu'il voulait sans se soucier de l'avis de sa population et de son gouvernement. Mais ça, c'est ce qu'il croyait, parce que heureusement, au début du XXe siècle, des rapports et des témoignages de l'horreur vécue au Congo ont commencé à circuler en Europe. Des activistes, des journalistes et des missions humanitaires ont mis en lumière les atrocités commises sous le régime de Léopold II. Je peux vous citer par exemple des figures comme Edmund Den Morel qui ont joué un rôle clé en alertant l'opinion publique internationale sur les abus, ce qui a poussé le gouvernement belge à imposer au roi de leur céder le contrôle du Congo. Cependant, de grosses répressions ont continué tout au long de la colonisation et ce jusqu'à l'indépendance du Congo en 1960. Voilà, c'était mon petit top des rois les plus cruels de l'histoire. Ivan le Terrible, Néron, Gengis Khan et Léopold II, tous des modèles à évidemment éviter. Mais derrière l'humour, ces histoires nous rappellent à quel point la soif de pouvoir et l'absence de contrôle peuvent transformer des êtres humains en véritables monstres. Si vous avez apprécié cette petite plongée dans l'histoire avec une touche d'humour, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de récits historiques et cinématographiques, avec toujours une petite pointe d'ironie bien sûr. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Lord Clap.